Et bien voilà, bienvenue à toutes et à tous sur KTV Quiz FM pour ce temps de parole. On est en plein dans l'actu justement puisque on reçoit sur ce plateau pour ce temps de parole Johan Delhomme pour la CIMAD. Johan, bonjour. Bonjour. Grosse actu en ce moment, Samuel, et beaucoup de sujets à aborder avec Johan. Il y a eu la traditionnelle conférence de presse de présentation des résultats des centres de rétention en France. En France, je dis bien. Donc c'est partout les associations qui travaillent avec les centres de rétention, la CIMAD, le GISTI et ainsi de suite. À Mayotte, c'est Solidarité Mayotte et la CIMAD. Vous avez assuré votre présentation aussi, avec des chiffres qui font froid dans le dos pour Mayotte. Encore une fois. Oui, des chiffres assez impressionnants, issus d'un rapport qui n'est pas écrit. Le GISTI n'est pas partenaire à ce projet-là. C'est 5 associations qui participent au niveau national sur un projet qui est porté depuis 15 ans par la CIMAD, dans un rapport qui sert à rendre publique la réalité des centres de rétention, ces lieux d'enfermement des personnes étrangères et souvent qui conduisent à un éloignement. Et on reste sur une dynamique au niveau national et au niveau de Mayotte très importante quantitativement en termes d'expulsion et d'enfermement. On est à plus de 47 000 personnes enfermées sur l'ensemble du territoire, plus de 17 000 à Mayotte. Et rien que sur le département mahorais, en termes d'éloignement du territoire, d'expulsion, on est à 18 763 selon les chiffres communiqués par la préfecture, ce qui est plus d'éloignement forcé que sur l'ensemble de la métropole. On est bien d'accord. Alors il y a quelque chose qui est impressionnant, j'ai envie de dire, à l'échelle nationale. La CIMAD s'inquiète de la très forte évolution de la rétention des enfants, des mineurs. En 2014, c'était 45, on est passé à 105 en 2015, c'est une très forte augmentation, alors qu'à Mayotte, nous, c'est 4378. C'est 30 fois plus. Voilà, 30 fois plus, exactement, vous avez donné les chiffres. On reste sur un ordre de grandeur qui est toujours très impressionnant. On est entre 3 000 et 5 000 depuis plusieurs années. On est à plus de 21 000 mineurs expulsés ces 5 dernières années, ce qui est un chiffre énorme. Et on reste sur une dynamique qui ne change pas malheureusement, puisque pour nous, cela cache les problèmes et cela ne pousse pas à chercher des solutions de fond pour Mayotte. Alors, chaque année, je vous avoue que je suis le rapport de la CIMAD, de ces fameux organismes, mais je crois que c'est vraiment véritablement la première fois que Mayotte a occupé une place aussi importante dans la rédaction du rapport. Oui, tout à fait, notamment concernant la question des mineurs que vous avez soulevée, puisqu'on s'attendait en fait à une évolution assez importante de la pratique de l'administration, puisque au tout début de l'année 2015, on a eu une décision du Conseil d'État très importante qui a posé 3 obligations envers l'administration, qui était de s'assurer que les mineurs expulsés soient pris en charge dans le pays de renvoi, à Anjouan, s'assurer que l'adulte auquel on les rattache soit bien quelqu'un qui soit responsable d'eux et s'assurer de l'identité de ces 2 personnes. Et ces obligations qui sont posées par le Conseil d'État, qui sont posées de manière légale, ne sont pas respectées par l'administration alors qu'on s'attendait justement à ce qu'ils le fassent, pour des raisons de moyens. C'est l'administration elle-même qui l'a reconnu. Nous n'avons pas les moyens de respecter ces obligations-là. Donc ils reconnaissent implicitement que la majorité des expulsions, des éloignements des personnes mineures sur le territoire de Mayotte sont illégales. Les conditions, en effet, ne sont pas respectées. Quand on voit, par exemple, qu'un Kwassa est intercepté sur le lagon ou dans les eaux territoriales françaises et ramené à Mayotte, les personnes sont systématiquement, en effet, examinées pour voir si on peut les mettre en rétention. Normalement, c'est un médecin qui doit le faire. Là, c'est une infirmière, simplement. Tout à fait, c'est un problème qu'a soulevé donc, les représentants de Solidarité Mayotte à notre conférence de presse mardi. C'est une des nombreux défauts de la procédure à Mayotte où l'accès au droit est très limité, où on manque de moyens, où on manque des fois de compétences et donc on reste sur ce manque de moyens pour pouvoir expulser au maximum. Donc 2015 aurait dû amener d'énormes évolutions puisqu'on a eu un nouveau centre de rétention qui a ouvert, des nouvelles conditions d'enfermement des étrangers et de l'arrivée de salariés associatifs qui sont là 6 jours sur 7 pour assurer l'accès aux droits. Mais au final, il y a toujours très peu de moyens, ils ne sont que 2 salariés associatifs. On reste sur une dynamique où les personnes sont expulsées en moins de 24 heures, donc on reste sur un accès aux droits très limité. Alors justement, j'y viens. France Mayotte a écrit, et on en a parlé sur ces ondes, de la loi du 7 mars 2016 sur la nouvelle loi sur le droit des étrangers en France. Il y a l'article 29 et l'article 59 qui nous occupent particulièrement. J'ai parlé de l'article 29 qui modifie le cadre du référé liberté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut expulser en 24 heures. La moyenne, c'est 17 heures, selon le préfet. C'est pas moi qui le dis, c'est le préfet. 17 heures pour reconduire à la frontière. Là, on ne pourra plus expulser à compter du 1er novembre tant qu'il n'y aura pas une audience référé liberté, si recours est déposé. Comment est-ce qu'on va s'en sortir ? Et comment vous voyez les choses ?
Alors c'est un point très important parce que cette information qui avait été donnée durant le mois de mai a fait parler d'elle, puisque de nombreuses personnes, notamment les collectifs qui procèdent au décasage, ont fait savoir que les expulsions seraient compliquées, voire impossibles à partir du 1er novembre, et qu'il faudrait alors expulser les Comoriens avant le 1er novembre. Alors je tenais vraiment à rebondir là-dessus, parce que c'est une information qui, dans les faits, ne se traduit pas de cette manière-là. Pourquoi ? C'est-à-dire que, en effet, à Mayotte, une des dérogations du droit est que si on dépose un recours pour contester la décision qui cherche à nous expulser du territoire, la d'expulsion d'éloignement, ce recours n'est pas suspensif. C'est-à-dire que l'administration peut très bien nous expulser avant que le juge ne prenne une décision. Or, maintenant depuis 2 ans, au centre de rétention, si une personne étrangère dépose un recours en référé liberté la plupart du temps, maintenant l'administration attend que le juge statue avant de procéder à l'éloignement. C'est-à-dire que ce recours est suspensif dans les faits depuis 2 ans, parce que la France a été condamnée par l'Europe, parce que le tribunal administratif de Mamoudzou a condamné la préfecture, et donc on a une loi qui traduit une pratique qui existe déjà. Donc le problème n'est pas la question de la suspensivité ou non. Les expulsions, les éloignements vont continuer le 1er novembre. Il n'y aura pas de changement notable par rapport à cette suspensivité du recours, mais le problème est que les personnes ont très peu de moyens pour déposer ce recours, parce qu'il n'y a que 9% des personnes qui voient les salariés associatifs pour l'accès aux droits, parce qu'elles n'ont pas connaissance de leurs droits forcément, elles n'ont pas connaissance de la possibilité de déposer un recours, et elles ne peuvent pas voir un avocat, alors qu'il y a des box prévues à cet effet dans le centre de rétention qui ne sont jamais utilisées. Donc là, en fait, l'application de la loi sur les étrangers, du droit des étrangers en France à partir du 1er novembre n'aura pas un impact sur le rythme de reconduite. La loi n'est pas suffisante en fait. Pour nous, la question de ce recours suspensif, ce n'est pas ça qui va avoir un impact. Ce qui peut avoir un impact, c'est ce qu'on appelle le juge des libertés et de la détention. C'est un juge qui intervient qu'au bout de 5 jours de rétention maintenant, alors que les expulsions, vous l'avez dit, se font en moins de 24 heures pour la plupart. Donc ce juge n'intervient quasiment pas. Or, en métropole, il permet la libération de 20% des personnes placées en rétention, parce que pour rappel, plus de la moitié des personnes qui sont placées en rétention en métropole sont finalement libérées, parce qu'en fait elles n'avaient pas à être placées en rétention, parce qu'en fait elles ont droit au séjour, parce qu'en fait l'administration n'a pas respecté la procédure. À Mayotte, sur les 18 000 personnes expulsées, ce sont quelques centaines qui sont libérées, c'est très faible. Donc ce juge peut-être pourra limiter certains éloignements, mais pourra surtout renforcer la procédure d'accès aux droits, et c'est ça le point positif. Les forces de police, l'administration devra faire attention à bien notifier les droits, à bien expliquer comment les personnes peuvent les faire valoir, et donc on espère un renforcement des droits des personnes par l'intervention de ce juge sous 48 heures. Alors le préfet Frédéric Vaux, que j'ai interrogé sur le sujet, m'a expliqué que ils essaient de mettre en place des solutions. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un juge des libertés à Mayotte et que ça va devenir extrêmement compliqué pour lui. Et il veut faire comme à Paris dans les aéroports, c'est-à-dire faire de la visioconférence avec d'autres juges des libertés qui pourraient se retrouver à Aix-en-Provence, à Paris ou ainsi de suite pour pouvoir traiter les cas le plus vite possible. Qu'est-ce que vous en pensez de cette solution ? Alors la visioconférence, moi j'ai toujours eu un problème avec cette procédure-là, c'est bien sûr, ça déshumanise la procédure. Comment voulez-vous vraiment comprendre certains éléments s'il n'y avait pas un échange direct avec l'avocat, avec la personne, avec documents qu'on peut vous donner au dernier moment. Donc le préfet devra mettre évidemment les moyens, mais bien sûr quand il faut respecter les droits des personnes, il faut mettre les moyens, et on espère que ce sera le cas, et on espère aussi que du côté des avocats, nous aurons plus de personnes potentiellement mobilisables pour venir défendre les droits des personnes placées en rétention. Alors Solidarité Mayotte et la CIMA dans son temps œuvrer au sein même du centre de rétention, mais aujourd'hui on voit bien que le centre de rétention, malgré sa nouveauté, est très, très régulièrement débordé. On crée des LRA, des fameux locaux de rétention administrative provisoires, où là, y a-t-il un accès de Solidarité Mayotte et des associations au sein même de ces LRA pour venir en aide aux étrangers ? Il y a un véritable problème sur ces LRA, ces locaux de rétention administrative qui sont censés être ouverts et utilisés quand le centre de rétention est débordé. Il y a quasiment 1000 personnes, 995 qui ont été placées en LRA en 2015, dont 332 mineurs. Donc c'est un véritable problème puisque Solidarité Mayotte n'a pas accès à ces LRA et n'a peut-être même pas connaissance des personnes lorsqu'elles sont censées repasser par le centre de rétention avant d'être éloignées. Donc ces 1000 personnes ont un accès aux droits encore plus limité que les autres personnes, ce qui nous pose gravement problème. Mais l'ouverture de ces LRA, qui est devenue en fait systématique tous les week-ends, ne veut pas dire utilisation de ces LRA. C'est une procédure qui a été mise en place par prévision, mais ça ne veut pas dire que le centre de rétention est débordé toutes les semaines. Ah oui, en effet. Je reviens sur le cas des expulsés de la place de la République qui ont été relogés sur le gîte du Bengali. Selon vous, est-ce que c'est une bonne solution ou c'est un pis-aller ?
Ça dépendra de la suite des événements, parce que pour l'instant on attend toujours la véritable prise en charge de ces personnes, une véritable réponse en question de relogement. On a déposé un recours par rapport aux conditions désastreuses qui étaient place de la République. La préfecture au dernier moment a opté pour cette solution, mais pour l'instant les moyens ne suivent pas forcément. Donc il y a une négociation en cours pour la convention qui est passée avec les gérants du site. Nous attendons d'avoir plus d'informations, parce que pour l'instant nous n'avons pas la preuve que tous les éléments sont pris en charge comme nous l'avons demandé au juge. Alors c'est quelque chose d'assez extraordinaire qui s'est produit au tribunal administratif. Après le recours que vous aviez déposé, c'est en pleine audience avec Maître Gahem quasiment qui plaide que la préfecture apprend qu'il y a en effet une procédure de relogement des décasés pendant l'audience. Ce qui jette un froid et un plomb sur l'audience. Oui, et c'est triste de se dire qu'on est arrivé à une audience, on est arrivé à devoir porter un recours contre l'État pour obtenir un début de réponse, puisque pendant un mois il n'y a pas vraiment eu d'initiative notable de la part des services de la préfecture pour trouver ces relogements. Il y a eu une première piste à Msapéré qui a été abandonnée, et ensuite nous n'avons pas eu de preuve que l'État cherchait vraiment des solutions. Donc là pour nous ça a été fait dans la précipitation. Nous espérons maintenant que l'État prendra vraiment en charge la chose, prendra vraiment en compte cette question et cherchera des vraies solutions au relogement et au décasage qui risquent de reprendre. Je disais tout à l'heure que pour la première fois, Mayotte occupait une place particulière dans le rapport annuel de la CIMAD et des 5 associations qui sont dans les centres de rétention. Est-ce que ça peut changer quelque chose pour Mayotte, selon vous, le fait qu'il y ait cette prise de conscience des problématiques mahoraises si spécifiques, si particulières au sein de la République ? On espère que ça peut servir à quelque chose, parce qu'on le sait tous, l'avenir de Mayotte passera dans son intégration dans son espace régional, passera par un meilleur développement régional avec les Comores, avec Madagascar, d'un point de vue économique, d'un point de vue sécuritaire. Ça, ce sont les termes du rapport de la Cour des comptes de janvier que personne n'a contesté. Et pour cela, on a besoin d'une vraie volonté étatique. Et donc, si l'information remonte, que ce soit par le biais des problèmes en rétention, que ce soit le biais par les problèmes avec les mineurs isolés ou par les questions des droits sociaux, par le droit du travail, toutes les manières qui serviront à alerter l'État sur la situation de Mayotte pour lui faire comprendre qu'il faut enfin qu'il engage une vraie politique de développement régional, ça servira à la cause des Mahorais, nous pensons. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Et il serait tellement bon de pouvoir coopérer avec les Comores, mais pour coopérer, il faut être deux, que l'État français soit ouvert. Je pense qu'il l'est, mais apparemment les Comores le sont un petit peu moins. En témoigne la résolution qui vient d'être votée par les députés de l'Assemblée nationale de l'Union des Comores, qui non seulement exige de la France qu'elle supprime le visa Balladur, qui n'est qu'un visa de droit commun si on regarde bien, et qui ferme les frontières avec passage et contrôle biométrique à chacune des îles. On n'y arrivera jamais. Nous savons ce que nous n'arrivons jamais, c'est à stopper le flux migratoire. Nous disons on mettra plus de bateaux, on mettra plus de moyens. Quand on met le patrouilleur entre les deux îles, les Kwassa passent par le sud ou par le nord. Malheureusement, on ne peut pas empêcher les flux migratoires quand on a un PIB 10 fois supérieur sur une île à 60 km d'une autre. La question est dans la coopération entre les 4 îles, entre la France et les Comores. Des deux côtés, il y a des responsabilités. Des deux côtés, on a des personnes qui devraient mettre leur ego de côté peut-être et vraiment discuter pour trouver des solutions communes. Donc ne se replions pas sur une vision répressive, mais cherchons la coopération. Et des deux côtés, bien sûr, pour l'instant, il y a blocage. En conclusion, le centre de rétention, le nouveau centre de rétention administrative qui a été ouvert en septembre-octobre de l'année dernière, a-t-il changé les choses et amélioré tout de même les choses à Mayotte ? Selon la CIMAD, bien évidemment. Il a changé la forme des expulsions, des éloignements. Maintenant, les locaux sont un peu plus dignes pour les personnes. Il n'a pas changé le fond. L'accès aux droits reste limité. C'est ça le principal problème. Et cet accès limité est dénoncé par la Cour des comptes, encore une fois, en janvier dans son rapport. Donc, s'il a amélioré la forme, nous attendons toujours une autre réflexion, une autre politique pour Mayotte, qui ne passera pas par cette politique répressive et d'éloignement massif. Merci beaucoup, Johan Delhomme. C'était le temps de parole le deuxième temps de parole de cette matinale. Tout de suite, la suite de nos programmes.